merci d'être entre-temps, d'avoir accepté de venir dialoguer avec les historiennes et les historiens autour de, j'allais dire, autour de votre parcours, autour d'un album qui vient de paraître, dont vous êtes la scénariste, dont Jacques Tardy est le dessinateur, Élise et les nouveaux partisans. Merci aussi d'avoir envie de dialoguer, ce qui n'est pas toujours le cas, et j'en suis d'autant plus heureux que c'est une période qui a été beaucoup travaillée depuis ces 20 dernières années, et que, à certains égards, votre travail reprend ou incarne disons, une historiographie, tout en étant celui, d'abord, d'une militante. D'une militante, et vous aimez à dire d'une militante qui chante, et pas d'une chanteuse militante. Oui. Je crois que ça, c'est très, très important, on y reviendra. C'est cette voix que nous connaissons, que nous entendrons aussi au cours de cet entretien. Et c'est pour entre-temps aussi l'occasion de réfléchir à cette question du témoignage, de comment témoigner des luttes contemporaines, puisqu'en fait, depuis la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais cessé de militer, et vous n'avez jamais cessé, vous le dites dans la postface, d'être au combat. Donc ça, c'est aussi une histoire du présent dont on voudrait parler ensemble. Alors, Élise et les nouveaux partisans, c'est un livre qui est... alors on ne sait pas si d'ailleurs aujourd'hui c'est avec Élise que nous parlons, avec Dominique Grange, ou avec Agnès Martin, ou avec Catherine Martin, qui était Catherine Martin, je crois, votre nom de clandestinité, et Agnès Martin qui est le nom que... Lebrun, pardon, dans l'album. Et une première question, évidemment, pour nous, les bornes chronologiques sont très importantes. Et l'album s'ouvre sur le 17 octobre 61, sur la manifestation et la répression de la manifestation du FLN à Paris par Papon, et la mort de centaines d'Algériens, et se clôt en 1978 sur la mort d'un de vos camarades par overdose en avril 1978, je crois. Alors je voudrais que vous disiez peut-être quelques mots sur ce choix qui correspond exactement à ce que nous appelons, nous, historiennes et historiens, maintenant les années 68. D'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis très touchée et comment dire, honorée, parce que jusqu'ici, je n'ai fait que des interviews avec des journalistes, donc c'est la première fois que je suis questionnée par un historien. C'est pas rien pour moi, puisque ce livre, il a quand même, avant tout, pour cible la transmission, ce qui est fondamental pour les historiens, bien sûr. Transmettre ce qu'on a vécu, le regard qu'on a pu avoir sur ces événements et le regard qu'on a aujourd'hui. Donc se retourner sur ce passé et le livrer à l'avenir et aux jeunes, aux générations qui vont suivre, qui sont celles qui peuvent être celles de nos enfants ou qui arriveront après. Donc voilà, je suis très heureuse d'en parler avec vous et je voudrais dire que ce livre, en même temps, il est profondément enraciné dans le présent, puisque déjà, il est dédié à Georges Ibrahim Abdallah, dont je tiens à dire ici le nom, puisqu'il est le plus vieux prisonnier politique d'Europe et qu'on n'en parle guère où que ce soit, et surtout pas dans les médias. Voilà, donc ça c'est important pour moi, c'est de faire ce lien tout le temps avec les engagements d'aujourd'hui et les combats qui nous restent à mener et qui sont nombreux
plus que jamais en ce moment où on est dans une situation particulièrement difficile et dont on ignore totalement l'issue. Voilà, donc se situer par rapport à ça et aussi oser dire j'y étais, j'ai fait ça, j'ai participé à ça, sans se mettre en avant. Pour moi, c'était capital. Je ne pouvais pas dire moi, Dominique Grange, j'ai fait ça, c'était impossible. Dans la mesure où je pense que cette histoire, elle a été celle de beaucoup d'autres filles de mon âge. Donc c'est une histoire parmi d'autres, c'est voilà, des situations parmi d'autres qui sont vécues par des femmes, des jeunes femmes très jeunes, qui décident que c'est pas possible de continuer comme avant et qu'il faut changer la vie, changer le monde, changer le regard qu'on a aussi sur les choses et décider que ça va être irréversible. Alors ça se décide pas à l'avance, évidemment, mais on se rend compte au fur et à mesure du temps qui passe qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et après mai 68, il est évident que ce qui a été vraiment un traumatisme pour les gens qui avaient vécu de près, pas seulement les événements, qui avaient été au cœur des luttes, que s'arrêter et accepter ce mot d'ordre qui était sur certains murs ou sur des affiches du retour à la normale, pour nous, c'était impossible. Voilà, donc c'est cette histoire-là. C'est impossible, le retour à la normale. Et qu'est-ce qu'on fait après? Et il y a deux figures très, très importantes dans ce livre. C'est d'abord que, effectivement, cette Élise, ce n'est pas Dominique Grange. Il me semble que le choix que vous faites est aussi celui d'écrire une histoire de cette période, de ces engagements, de cet engagement notamment au sein de la gauche prolétarienne, au sein de cette organisation maoïste, puis au sein de la NRP. Oui. Vous souhaitez faire l'histoire d'une militante de base et pas une histoire qui serait celle des chefs, qui serait celle... et c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, ce dont on disposait beaucoup, c'était finalement l'histoire des intellectuels, l'histoire d'un certain nombre de leaders, un Gesmar et d'autres. Oui. Là, il y a un choix de faire une histoire qui soit une histoire aussi anonyme. Les personnages, vos camarades de lutte, les camarades d'Élise de lutte, ont des prénoms, mais n'ont pas de nom de famille forcément. Il y a quelques données qui sont des données autour des organisations, pour savoir quand elles ont été créées. Oui, ça, oui. De manière très précise, mais pas de nom. Je voudrais que vous reveniez sur cette question de l'histoire aussi collective et anonyme. Oui, parce qu'à partir du moment où on en cite un, il faut pratiquement les citer tous. Sauf que j'ai dérogé à cette règle. Je n'ai cité que l'avocat, Henri Leclerc, parce qu'Henri Leclerc, c'était vraiment l'avocat, on peut dire. C'est celui qui a défendu tous les camarades de la même mouvance que la mienne, qu'il a toujours fait solidairement, qui était là, qui était présent. Il est quelqu'un qui nous a accompagnés, je trouve, d'une façon formidable, intelligente, brillante et courageuse aussi. Et ce qu'il nous a donné, j'avais envie vraiment de l'en remercier, de lui rendre cet hommage. C'est pour ça qu'il est le seul à être cité. Les autres se sont reconnus ou se reconnaîtront. Certains ont été dessinés d'après photo, mais pas tous. Bon, Tardy a fait un travail méticuleux d'archiviste et de documentaliste absolument incroyable pour retrouver tous les lieux, tous les décors, avec beaucoup de précision. Enfin, l'occupation de Vincennes, voilà, le vidage de la faculté de Vincennes, c'est fait avec des forces de police dont moi je ne me rappelais pas si c'était les CRS ou les gardes mobiles. Il a fallu aller gratter, chercher et avoir des réponses aussi. Bon, donc solliciter parfois des camarades.
Mais cet anonymat dont vous parlez, je pensais qu'il était indispensable pour qu'il y ait cette identification possible du lecteur. Et je sais que l'album est lu par beaucoup d'anciens militants, parce que je reçois des témoignages, je reçois des lettres, etc. Et ça me fait très plaisir. Et j'ai pas envie d'apparaître comme une icône, ni qu'il y ait des icônes dans ce livre, même pas quand Élise joue au théâtre, etc., qu'elle travaille avec des acteurs. Il y a des acteurs qui étaient très célèbres et qui sont devenus encore plus après. Et je ne voulais pas que ce livre devienne une espèce d'affiche de quelqu'un qui avait connu un tel, et qui finalement avait fait un sacrifice énorme en quittant tout ça, des gens formidables. Et tout ça. Je voulais que tout ça, ça soit très très modeste, très simple, que Élise soit quelqu'un de sympathique, même si elle rigole pas beaucoup. Je lui ai dit à Tardy qu'il aurait pu me faire un peu plus sourire, mais bon, il la voyait comme ça, et il dit non, elle était concentrée sur ce qu'elle avait à faire, ce qui n'est pas faux. Donc cette identification-là, elle est possible qu'avec cet anonymat. Sinon, ça devenait une espèce de visite d'une galerie avec des personnages identifiables, et ça ne m'intéressait pas du tout. C'est absolument pas le but recherché. Pour le dire en un mot, c'est pas du tout un livre d'anciennes combattantes. C'est pas du tout. Enfin, je le dis tel que je l'ai ressenti en le lisant, mais plutôt effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec ce parcours-là, cette tranche de vie-là, et comment effectivement on transmet cette mémoire. Alors, évidemment, les historiennes et les historiens, nous, on aime bien savoir comment la mémoire se constitue. Et il y a en tout cas un élément, je pense à votre... quand vous vous établissez, à un moment donné, il y a un tract. Il y a un tract, il y a un tract, et alors, c'est dans une papeterie. Bon, elle ne porte pas le même nom que la papeterie dans laquelle vous vous êtes établi. Alors, qui n'existe plus. Qui n'existe. Là, elle s'appelle la papeterie Saint-Roch. Et ce tract, c'est halte aux cadences meurtrières imposées par les petits chefs à la solde du patron. Nous vengerons René. C'est un camarade, un de vos camarades ouvriers dont le bras est emporté dans une machine. Alors, ce document, il apparaît comme un vrai document. Est-ce que vous avez gardé des archives de toute cette période? Parce qu'il y a d'autres éléments, et on sait la précision avec laquelle Tardy toujours se documente, notamment sur les affiches ou sur des publications, des unes de Libération après 73 ou de la cause du peuple. Mais là, c'est un document dont vous êtes finalement la seule, sans doute, rédactrice. Donc ce document, vous avez des archives de cette période? Non, j'ai rien. J'ai pratiquement rien. J'ai quelques numéros de la cause du peuple, mais c'est tout. Il y a eu un tract, mais bien évidemment, je ne l'ai plus. Et je suis incapable de dire dans quels termes. C'était beaucoup plus léger que ça, parce que c'était fait avec quand même la peur que les autres se fassent rappeler à l'ordre, qu'elles aient des ennuis, etc. Donc il fallait composer entre les collègues d'atelier qui étaient révoltés, en colère, et qui voulaient effectivement venger René, et puis le détachement gauche prolétarienne de Nice qui supervisait la rédaction des tracts, etc. Donc il y avait toujours cette espèce de double regard, de double jeu, où il fallait, pour moi, être le plus proche possible, comme un poisson dans l'eau. Qui revient plusieurs fois, oui. Écouter ce que les autres avaient à dire là-dessus, et pas trop se faire la leçon par les petits chefs du groupe extérieur à l'usine. C'était un équilibre difficile à
à conserver, mais ce tract est entièrement fait par moi, écrit par moi, mais avec des modèles, avec des inspirations de l'époque. Tout ça se transmet, tout ça... je reviens toujours sur cette idée qui est un peu une idée obsessionnelle chez moi, que on se nourrit des luttes qui ont eu lieu avant. Et donc, j'ai repris dans La cause du peuple des tracts qui avaient été faits notamment dans les houillères. Je me suis inspirée de la phraséologie pour être au plus près de la façon dont on parlait à l'époque de la lutte des classes. Ça me paraissait important. Et je trouve que passer à côté de ça, c'est impardonnable. On doit cette vérité-là, on doit essayer de la restituer au plus proche, même si c'est pas le document d'origine. C'est vrai qu'il y a une langue qu'on peut... Alors, on peut l'entendre, hein, on y reviendra, et on peut la lire, cette langue. Et puis, par ailleurs, il y a une chose qui est... Je parlais de collectif, d'anonyme, puis c'est aussi une femme qui parle. Et dans cette histoire du gauchisme en France, eh bien, il y a très peu de témoignages de militantes de base. On peut dire même que c'est un monde et une mémoire très masculine. Alors là, vous ouvrez aussi toute une vision inédite. Je m'en rends pas tellement compte, mais oui, c'est vrai sans doute ce que vous dites. Mais même, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages de militants, d'une façon générale, même d'hommes, garçons qui sont des hommes maintenant. Les livres que vous évoquiez tout à l'heure, qui ont été écrits par des chefs, par des leaders du mouvement ou des mouvements, c'est pas des témoignages du militantisme. C'est plus théorique, c'est plus une façon de réfléchir sur la pratique, etc. La pratique, la répression, les grands thèmes, finalement, de l'engagement politique. Mais on ne les voit pas, effectivement, chercher un appartement pour aller s'établir ou tout simplement se faire tabasser et que personne n'en parle. C'est pas ça qui est évoqué dans leurs travaux. Donc moi, je voulais rester tout le temps au plus près de ça et donner aussi le réalisme du vécu et qu'on y croit. C'était très important pour moi qu'on y croit. Et on ne pouvait pas ne pas y croire. On ne peut pas ne pas y croire puisque je l'ai vécu. Mais après, il y a la façon dont on raconte. Et évidemment, la bande dessinée, qui est un art populaire, qui est une forme d'expression populaire, facile, comme ça, apparemment, facile à ingérer, me paraissait vraiment un support idéal. Sauf que ça cause quand même pas mal dans le bouquin. D'ailleurs, il y a un journaliste qui n'a pas voulu le chroniquer en disant que c'était trop verbeux. J'ai adoré ce commentaire. Alors justement, la bande dessinée, c'est aussi avec la bande dessinée que vous allez non pas quitter le militantisme, mais vous permettre aussi de vivre, hein, oui. Puisque vous avez fait des études de langue, oui. Et donc vous avez beaucoup traduit de bande dessinée, et toute cette nouvelle presse, eh bien, que ce soit Harakiri, Charlie et d'autres, sont aussi présents dans le livre. Ce qui est intéressant, parce qu'évidemment, on voit à quel point là, l'objet d'aujourd'hui rencontre aussi l'histoire de la bande dessinée et l'histoire des revues de bande dessinée. D'ailleurs, la création de la revue BD, oui. Notamment, auquel oui. vous participez, et puis votre rencontre avec Jacques Tardy. Oui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me paraît très intéressant, c'est ce rapport à ce qu'on appelle les arts populaires.
où les arts d'abord dévalués, parce que la bande dessinée, dans les années 70, c'est pas forcément considéré comme un art. C'est le petit Mickey. Voilà. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du cheffaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave. Alors, Oui. évidemment, Dominique Grange, nous connaissons votre voix. Nous ne connaissions pas forcément votre visage. Et une des questions qui nous intéresse à Entretemps, c'est aussi cette histoire de la chanson, mais de la chanson militante. Parce que vous vous inscrivez dans une histoire, vous rejoignez, vous rencontrez Évariste et d'autres qui, en 68, décident que la chanson, elle est au service du peuple. Et ça, c'est une dimension qui est présente, puisqu'on vous voit à plusieurs reprises dans l'album, oui, avec votre guitare. Oui. Mais vous allez chanter dans les usines, vous chantez avec les gamins de la Goutte d'Or. Chanter, c'est une forme d'action politique. Absolument. Mais ça, c'est une découverte. J'ai l'impression que j'attendais que ça. Qu'avant, j'écrivais des chansons un peu satiriques, un peu poétiques. Je parlais de moi aussi. J'écrivais des chansons avec des thèmes comme ça, personnels. Bon. Et tout d'un coup, tout ça, c'est pour moi, c'est à dégager. La chanson est une arme, je peux m'en servir pour dire des choses. C'est un véhicule formidable, ça passe partout, ça traverse les murs des prisons, ça traverse les frontières, ça se traduit, c'est chanté par d'autres, ça peut se chanter à plein de gens, on peut faire des chorales, ça fédère les gens qui chantent ensemble. Et j'aimais beaucoup les manifs où on chantait, mais c'est fini maintenant. Maintenant, il y a des camions sonos qui vous assomment, et il n'y a plus l'espace pour chanter. Mais c'est fou ce qu'on a chanté en 68. Donc, quand les tout premiers temps, quand j'ai été dans les usines avec les camarades, on venait tous pratiquement de la rive gauche, on connaissait tous les cabarets rive gauche, Port du Salut, le Cheval d'Or, qui sont des cabarets mythiques de l'époque. Je trouvais que j'avais pas des chansons qui collaient avec la situation. Et ça plaisait beaucoup aux syndicats, parce que les permanents syndicaux, ils voulaient qu'on distraie les ouvriers en grève, pour qui les journées étaient longues. Et moi, c'était pas du tout mon idée, c'était pas du tout que je venais pas du tout là pour distraire les gens. Au contraire, pour leur dire, pour soutenir leur lutte et pour leur dire qu'on était avec eux, qu'il fallait continuer, etc. Ce qui ne plaisait pas du tout à certains. Voilà. Et donc, j'ai très vite écrit, je me suis mise à écrire des chansons qui étaient sur les thèmes qu'on était obligé d'affronter tous les jours, qui étaient la répression, la violence, les brutalités policières, etc. Et puis aussi sur la lutte elle-même, comme Grève illimitée, par exemple, qui reprend les thèmes des occupations, etc. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée. Parce que la grève, Michel Perrault l'a écrit dans son ouvrage majeur sur l'histoire de la grève. La grève, c'est l'arrêt des machines et c'est pas le silence, c'est le début de la parole. Et la chanson, c'est aussi, vous l'avez dit, chanter ensemble. Alors, oui.
je me demandais en réécoutant des chansons, quelle était la culture en matière de chansons politiques que vous aviez quand vous écrivez ces chansons. Quel est le rapport à cette histoire-là, à cette histoire, la chanson militante? Ben, on chantait pas tellement de chansons militantes, à part l'Internationale. Même les chants de la Commune, j'ai pas souvenir qu'on les chantait beaucoup en 68. La Semaine sanglante, par exemple, qui aurait été parfaitement adaptée à la situation, on la chantait pas. Peut-être l'Appel du Comintern. Il y avait quand même quelques chansons, le Chant des Martyrs, des chansons comme ça. Mais c'était pas chanté ensemble. Moi, c'est ce que je découvrais petit à petit. Mais on n'était pas dans ici et maintenant. On avait besoin d'avoir aussi des outils qui étaient utilisables et qui parlaient aux gens de ce qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire de refuser le monde dans lequel ils avaient vécu, les conditions de travail épouvantables, l'autorité des chefs, etc. Donc c'est tout ça que j'ai eu envie de dire. Et puis aussi de revendiquer à travers des chansons notre engagement à nous, les jeunes. Bon, c'est la pègre. La pègre, on en est, la chienlit aussi. De Gaulle avait dit qu'on était la chienlit, très bien. Il avait repris tous les mots les plus péjoratifs dont on a toujours affublé les révolutionnaires, même en 48. Et très bien, voilà. Et après les 48 arts, il y a les 68 arts. Et puis tous ces mots péjoratifs, vraiment, qui est la chienlit, la pègre, c'est vraiment les bas-fonds de l'humanité, quoi. Donc revendiquer ça pour dire oui, on est là, on est en effet, si vous voulez, on l'est, mais c'est notre fierté et on ne reculera pas, et on ne s'arrêtera pas. Donc c'est des chants de résistance quand même, pour l'époque, en relativisant évidemment cette résistance qui n'a pas malheureusement duré plus de... Je ne sais plus combien de jours d'ailleurs, vous devez savoir combien de jours ça a duré, mai 68. Mai-juin 68. 6 semaines, ouais. Non mais vraiment depuis la première... Oui, jusqu'au 16 juin, jour de la reprise du travail. Mais dans la dimension aussi frappante de cet album, il y a le caractère internationaliste. Forcément. Il y a le Septembre Noir, le massacre des Palestiniens en Jordanie. Et puis, il y a d'autres événements, et notamment, évidemment, le Chili, septembre 73. Il y a la guerre du Vietnam aussi. Il y a la guerre du Vietnam. Cette mémoire-là, elle est aussi une mémoire chantée ? Non, pas vraiment. Non. J'ai fait une chanson qui parle du Chili, mais je l'ai faite beaucoup plus tard, parce que j'ai adopté des enfants au Chili, et donc elle est liée aussi à l'adoption de ces enfants. Voilà, elle s'appelle Entre océan et cordillère, et dedans j'évoque la dictature et surtout l'impunité, les 17 ans d'impunité et la torture. Voilà. Mais les autres, non, j'ai pas fait de chanson sur Septembre Noir, ni sur la guerre du Vietnam. Il y a eu des chansons en France, il y a eu des gens qui en ont fait. Quelques-uns, Maurice Fanon, Jean Arnulf aussi, qui a fait une très belle chanson sur le Vietnam. Donc il y a eu quand même, à cette époque-là, des gens qui ont essayé aussi d'évoquer ces thèmes. Il y a eu forcément des textes qui véhiculaient des valeurs et des luttes. Il n'y avait pas que la variété, heureusement. Mais c'est quand même assez récent, la chanson engagée en France. Et puis il y a une dimension qu'on n'a pas abordée, c'est celle des disques. C'est celle des 45 tours. Oui. C'est celle du vinyle. C'est la production aussi alternative
aux grandes compagnies et à des formes autogérées de production, qui est une histoire, là encore, qui a été travaillée, mais qui est peu connue, et dont vous témoignez là. Oui, parce que ça fait partie de l'effervescence de mai 68, l'idée de l'autogestion, de faire nous-mêmes ce qu'on est capable de faire et de plus le confier à des multinationales qui vont faire du fric avec, etc. Et de faire nous-mêmes ce qu'on sait faire, ça c'était complètement nouveau. Et Évariste est le pionnier. Le père Legrand dit à son petit gars, mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston? Je vais aller faire la révolution. J'ai fait le premier disque autogéré qui s'appelle La Révolution, et moi je fais le deuxième. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on se débrouille, on est à la Sorbonne, moi je cherche des musiciens. Est-ce qu'il y a des musiciens? Je trouve des garçons qui sont prêts à venir jouer et à faire la séance d'enregistrement. Ça c'est vraiment... pour 4 titres, hein. Il y avait très peu de... Enfin, il y avait que des 45 tours à l'époque. On n'avait pas le temps de faire un... Oui, c'est la Pègre. Et on trouve un studio sympathisant aussi, avec oui, les gauchistes, allez, venez, on va vous enregistrer. Enfin, on s'aperçoit qu'il y a un tas de gens qui sont prêts à aider, à coopérer, qui sont solidaires et qui mettent des moyens à la disposition. Après, la diffusion, c'est nous. Donc c'est les comités d'action, c'est... Oui, c'est le CRAC. Oui, mais non, le CRAC c'était avant, c'était à la Sorbonne, quand la Sorbonne était encore occupée. Ce comité révolutionnaire d'agitation culturelle, ça c'est pour gérer les tournées, entre guillemets, puisque on avait une permanence téléphonique, et après on a transporté à Bobino, qui était un haut lieu de la chanson française, de la belle chanson à texte, ça n'existe plus. Enfin, ça existe, je crois, mais je ne sais pas trop ce qu'ils font maintenant. C'est plus du tout le Bobino qu'on a connu. Et là, les comités de grève, pouvaient nous appeler, dire voilà, il y a tel endroit, il y a les camarades qui attendent que vous veniez à telle heure, etc. Enfin, on organisait ça avec eux. Et ça marchait très bien. Ça marchait très bien. On faisait plusieurs boîtes par jour. On était très demandés jusqu'au jour où l'UMA a publié un encart disant que le CRAC de la Sorbonne était un repère de gauchistes dangereux, aventuristes et tous les mots qui allaient avec, qu'il fallait surtout pas les faire venir dans les entreprises en lutte parce que ils tenaient des discours délirants, etc., par rapport à la poursuite de la grève. Donc à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on a été moins demandés. Il y a aussi des chanteurs qui ont quitté le CRAC, qui n'étaient pas d'accord avec le fait qu'on continue, qui étaient finalement assez d'accord avec le PC pour dire qu'on était des gens très très dangereux, puisqu'on disait aux mecs, aux grévistes, on est là, allez-y, continuez, on vous soutient. Il y a du monde derrière vous, vous n'êtes pas tout seul. Il faut aller jusqu'au bout, il faut faire la révolution. Et à l'époque, vous faisiez le parallèle avec l'atelier populaire des Beaux-Arts, parce que finalement le fonctionnement est assez semblable, c'est-à-dire que la demande vient des ouvriers ou des employés en lutte, en grève, et on produit des affiches pour cette lutte spécifique. Oui. Ouais, vous avez le parallèle, je ne sais pas, on collait les affiches en tout cas, c'est sûr. Et puis c'est aussi là qu'on a connu des dessinateurs, il y avait quand même un peu de communication entre nous, mais enfin les chanteurs c'était quand même très à part, et il n'y avait pas le même mouvement, évidemment, parce que c'est facile avec une guitare d'aller partout et de se mettre à chanter, même sans guitare. Un acteur, il va pas se mettre à déclamer tout seul. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de comédiens avec nous. Il y avait des grandes assemblées générales des grévistes du métier, de comédiens, auxquels j'allais, j'étais comédienne aussi, mais c'était toujours la grève qui était votée. Ce qui est intéressant quand même, c'est que Lenny Escudero, qu'on connaît moins maintenant, il est décédé malheureusement, mais qui était vraiment une vedette à l'époque,
va déclencher tout ça, c'est-à-dire va réveiller tous ces chanteurs qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment être utiles au mouvement. Moi, je me disais, j'irais bien à la Sorbonne, mais qu'est-ce que je vais dire aux étudiants? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Enfin, j'ai pas de revendication, je suis plus étudiante. Voilà. Et ben, Escudero fait basculer tout ça et dit, venez à la porte des usines, on vous attend, on a besoin de vous. Il faut mettre ce que vous savez, vos compétences, vos talents, ce que vous voulez, au service des luttes. Et là, ça bouleverse, pour moi, ça bouleverse tout. C'est décisif. Moi, j'ai une très, très grande gratitude à l'égard de Léni et vraiment lui rendre cet hommage profond et très, très sincère. Parce qu'il a fait basculer ma vie, quelque part. Après, c'est la conscience politique, évidemment, qui est le moteur profond, mais on rencontre des gens, comme la prof de philo que j'ai eue aussi pendant la guerre d'Algérie. Jeannette Colombel. Jeannette Colombel, qui est aussi quelqu'un de décisif. Donc, que vous rencontrez à Lyon. À Lyon, oui. Au lycée. Oui. Jeannette Colombel, résistante, oui. Très engagée. Ensuite, que vous retrouverez, je pense, à Vincennes, oui. Et puis aux côtés des Mao, oui. Avec absolument, Sartre. Absolument. Alors, c'est vrai que Jeannette Colombel, vous la rencontrez au moment de la guerre d'Algérie, oui. Mais Jeannette Colombel, elle incarne aussi une autre histoire, qui est l'histoire de la résistance, puisqu'elle a été résistante, femme résistante. Oui. Et le mouvement et l'album, d'ailleurs, reprend ces nouveaux partisans avec cette métaphore très, très forte, surtout sous le régime pompidolien où Pompidou n'avait pas été résistant, comme Clavel ou d'autres, et donc où cette question de la résistance et de la référence à la résistance est très forte. Oui, alors tellement que je vais vous dire qu'il y a actuellement en cours une traduction, il y a plusieurs traductions dans différents pays, mais en Espagne, et j'ai été obligée de corriger le titre parce que le traducteur avait traduit « Élise et les nouveaux rebelles ». Donc on avait là une incompréhension totale. C'est intéressant sur le plan quand même de la connaissance de l'histoire. Donc ça, là, sur cet aspect-là, et encore cette page que j'ouvre là, ou sur la presse militante, là je vois par exemple, c'est un hasard, mais le Vincennes et une sorte de profil de Michel Foucault, que Tardy a montré. Donc il y a quand même toujours cette idée, peut-être aussi de rendre compte de ce qu'on pourrait appeler l'ère du temps. Mais pour revenir à Michel Foucault, il est présent parce que Michel Foucault, il a occupé avec nous. Moi, je me souviens de lui au premier étage d'un des bâtiments, avec son mouchoir, il était en train d'étouffer à cause des gaz, qu'on avait été gazés dans les locaux, à l'intérieur. Je me souviens très bien de lui, et il était avec nous, il a été emmené à Beaujon dans ce convoi lugubre en pleine nuit. Donc il était vraiment avec ses étudiants. C'est une anecdote, mais c'est pourquoi je voulais qu'il soit présent. C'est une anecdote, mais ce qui est aussi saisissant dans cet album, c'est le fait que, autour de la question de la violence politique, qu'elle soit répressive ou celle dite d'autodéfense, vous ne faites pas de concessions. C'est-à-dire qu'on voit aussi à quel point ces années 70 ont été extrêmement violentes. C'est en tout cas dans la représentation que vous en donnez, qui corrobore en partie les archives. Et il est question, y compris de 86 et de la mort de Malik Oussekine. Donc il y a aussi cet usage de cette période-là comme une période absolument charnière.
Oui, elle est charnière et elle augure de la continuité, de la poursuite des comportements racistes de la police à l'égard, évidemment, des ouvriers immigrés, puisque quand même, les années 70 sont émaillées de crimes racistes un peu partout en France, à Marseille, à Paris, dans un tas d'endroits, et même des enfants vont être assassinés. Donc c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est que depuis la guerre d'Algérie, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Et si un policier a l'occasion de tabasser un travailleur immigré, quel qu'il soit, il ne va pas plus s'en priver aujourd'hui qu'avant, d'autant qu'il aura l'impunité, pratiquement certaine. Donc, on ne voit pas pourquoi il se priverait du plaisir sadique de taper sur des gens. Et ça a montré ça aussi, c'était important, jusqu'à Malik Oussekine, effectivement. Mais les brutalités policières, on a bien vu avec les Gilets jaunes que c'était la même chose. Et est-ce que il me semble que c'est à peu près évident, que dans le choix d'un certain nombre d'événements, puisque cette période, comme toutes les périodes sont extrêmement riches en événements, vous avez... il y a l'agence de presse Libération qui les recense beaucoup avec ce fameux bulletin APL, avec ces crimes racistes notamment de l'année 73 sur la Côte d'Azur jusqu'à l'attaque, on l'a oublié, enfin l'attaque du consulat d'Algérie par des organisations d'extrême droite. Extrême droite. Il me semble qu'il y a vraiment cette dimension de transmission. Elle est aussi que cet album soit un outil de lutte à venir. C'est-à-dire que on a le sentiment que ce n'est pas évidemment pour ceux qui ont vécu cette période, ni même pour les historiennes et les historiens qui connaissent ces événements-là, mais qu'il y a un souci quasiment de possibilité d'appropriation de ces situations. Oui. Alors, vous avez parlé dans votre ouvrage sur mai 68, l'histoire collective de mai 68, vous aviez parlé d'héritage générationnel. Et je pense que cet album, il se situe dans cette volonté, effectivement, d'une génération qui veut apporter aux générations d'après des outils pour s'engager. Parce que figurez-vous que dans les rencontres que j'ai pu faire depuis la sortie de l'album, j'ai souvent vu des jeunes qui sont venus me voir, qui m'ont dit « mais c'est formidable, mais on aimerait bien nous aussi s'engager, mais on ne sait pas comment ». Et je me suis demandé finalement si c'était pas un manque de structure. C'est pas qu'ils savent pas comment, c'est qu'ils savent pas où. C'est comme s'il n'y avait pas... La gauche prolétarienne a quand même exercé une fascination à cette époque-là. Sur toute une partie de la jeunesse, on était très très nombreux sur toute la France, jusqu'à la dissolution. Et où il y avait de la sympathie, je ne dis pas que tout le monde militait, mais il y avait un vent de sympathie depuis le début. Et aujourd'hui, moi j'aurais 20 ans, je ne sais franchement pas vers quelle organisation je me tournerais, qu'est-ce qui serait le plus adapté à la situation sociale en France. Parce qu'il y a ça aussi, il y a que l'époque, il y a les grands bastions ouvriers qui polarisent. Alors vous les rappelez, oui. Et c'est à ce titre-là, il y a des exemples forts comme les mines du Nord, la sidérurgie lorraine, effectivement, l'automobile, Renault, tous ces bassins textiles du Nord, etc. Tout ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc on voit quand même, moi j'ai l'impression que la lutte des classes a changé de visage et qu'elle s'est déplacée et qu'elle est plutôt aujourd'hui
dans un prolétariat complètement inorganisé, qui sont tous les travailleurs ubérisés, qui sont les livreurs, les chauffeurs, etc., qui essayent de résister comme ils peuvent et d'acquérir des droits, mais de façon très individuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui les fédère. Donc aujourd'hui, c'est plus difficile de s'engager, de devenir militant, je pense, s'il n'y a pas déjà une base prolétarienne, enfin, ça n'a peut-être pas le même nom qu'à l'époque, je ne sais pas, mais qui fasse qu'on a envie d'aller vers eux, qu'on a envie d'aller les aider, parce qu'il va falloir qu'ils conquièrent des droits qui avaient été acquis depuis des décennies par les ouvriers des usines, avec les syndicats, avec aussi l'action des syndicats, qui n'est pas niée, évidemment. Et aujourd'hui, tous ces gens-là sont épars, il n'y a rien qui les rassemble, et pourtant, ils n'ont aucun droit. Donc moi, c'est ça la question que je me pose, c'est comment faire pour qu'ils en gagnent des droits, comment les unir, comment les fédérer, voilà ce mot qui revient, que j'aime beaucoup. De même d'ailleurs que les travailleurs qui fabriquent les jeans au Bangladesh, au Sri Lanka, ou les prolétaires chinois qui fabriquent les pièces pour nos bagnoles. Enfin, et dans cette réflexion que vous avez sur le contemporain, oui. Comment vous réinscrivez cette histoire de chanter, cette histoire de parce que Élise, elle chante, elle milite en chantant. Cette figure de la c'est, je dirais, de la militante chanteuse qu'on peut rattacher aussi et sans doute à une histoire internationale, parce que quand même les protest songs américains au moment de la guerre du Vietnam ne sont pas étrangers à votre... Pour moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai écrit encore des chansons de lutte. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Détruisons le mur ». Après avoir été en Palestine, j'ai été chanter à Ramallah, en Cisjordanie occupée, et je veux dire, j'ai écrit cette chanson immédiatement après. J'étais porteuse de tout ce que j'avais vu, entendu, des contacts, des dialogues avec les gens, de plein de rencontres qui ont fait que je me suis dit, mais il faut écrire ça. Comment peut-on vivre avec un mur en permanence qui vous coupe l'horizon? Voilà, cette chanson, elle existe, elle s'appelle « Détruisons le mur » et j'espère je l'ai écrite, en fait, je ne l'ai pas écrite tout de suite après être revenue de Ramallah, je l'ai écrite après les bombardements de Gaza, en 2014. Et puis, j'ai écrit aussi une chanson sur concerne les animaux, qui s'appelle « Requiem pour les abattoirs », donc qui prend en compte la cruauté animale et tous les drames que ces individus vivants non humains subissent de la main des humains, parce que c'est un combat aussi qui me tient à cœur et que je pense qu'il faut, par la chanson, peut-être amener à des formes de réflexion que les gens n'auraient pas forcément sur un thème ou un autre. La Palestine, bon, les gens ne savent pas, les gens ne savent rien, on n'en parle pas. C'est une forme de chronique, au fond, aussi. Un peu, oui, un peu, on pourrait dire ça, oui. Et puis j'ai écrit aussi « N'effacez pas nos traces », qui devrait plaire aux historiens. Sur ces années perdues, je voulais tout savoir. Sur ces plans d'évasion qui avaient tourné court, j'aurais dû lui dire d'en écrire les mémoires, de l'heure de la débâcle à celle du retour. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, pour qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs
ramasse. N'effacez pas nos traces. Dominique Grange, merci de nous avoir Merci à accordé vous. cet entretien. Merci à vous, c'était Merci. vraiment sympa. Merci.